Je suis Mathilde Poulain, je suis directrice de la bibliothèque universitaire qui présente en ce moment l'exposition de Sandra Mail, Fading into the Blue. Sandra Mail est parmi nous. Certains d'entre vous l'ont déjà croisée à l'inauguration de l'exposition. Donc Sandra est photojournaliste. Elle a fait d'abord des études de sociologie et puis elle s'est redirigée vers le photojournalisme, et Fading into the Blue est l'un des sujets pour lequel elle est retournée plusieurs fois en Louisiane pour travailler sur cette communauté de l'île Jean-Charles, dans laquelle les habitants ont été contraints de quitter leur île compte tenu des conditions climatiques. À côté d'elle se trouve Jennifer Buick, qui est géographe, professeure en urbanisme et qui travaille à l'université Gustave Eiffel, et qui, quand je lui ai proposé de venir rencontrer Sandra Mail au sujet de ces réfugiés climatiques, m'a dit qu'elle avait été très touchée par les photos de Sandra et qu'elle connaissait bien le delta du Mississippi pour y avoir été professeure invitée en 2017, c'est-à-dire au moment où Sandra commençait ses premiers travaux sur l'île de Jean-Charles. Voilà, donc elles ont choisi toutes les deux de mener plutôt un dialogue. Contrairement à nos habitudes, ce ne sera pas un dialogue dirigé par un journaliste. Ça n'empêchera pas qu'à un moment donné, on pourra vous solliciter pour recueillir vos questions, vos avis. Voilà, je vous remercie et je leur cède la parole. Merci beaucoup et merci pour votre accueil. Alors, nous allons commencer notre petit échange. Et donc, on va l'une et l'autre s'adresser des questions, partager nos expériences du delta du Mississippi. Et je voudrais dire d'abord tout le plaisir que j'ai de pouvoir échanger avec Sandra Mail aujourd'hui. Et tout le plaisir que j'ai eu à découvrir d'abord ces photos en ligne et puis après l'exposition. Et je ne sais pas si tout le monde a vu l'exposition dans la salle, mais c'est vrai, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement peut-être quelques éléments qui présentent l'exposition, ce travail qui est montré là aujourd'hui de façon magnifique à la bibliothèque. Comment en es-tu arrivé là? Je crois que je vais utiliser... Merci à tous et à toutes d'être là. Merci pour cette très belle présentation et introduction. Donc c'est un travail que j'ai commencé en 2016 et que j'ai terminé en 2024, l'année dernière. Donc pendant ces 8 années, je me suis rendue je me suis rendue 8 fois sur l'île de Jean-Charles pour raconter un exil climatique en fait. Lorsque j'ai commencé en 2016, il restait à peu près une centaine d'habitants sur l'île de Jean-Charles. Au plus haut de son peuplement, c'est un territoire qui a abrité plus de 500 habitants. Mais moi, quand j'ai commencé, ils étaient un peu moins de 100. Et on a construit l'exposition de manière chronologique, c'est-à-dire que j'ai commencé dans le cadre de mon travail à documenter les derniers instants de vie de ces habitants sur cette île. Il restait essentiellement des personnes âgées, des personnes en situation de précarité économique, parce que les plus jeunes, les populations actives, les plus fortunés, même si ça a toujours été un territoire très 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 populaire, avaient déjà eu le temps de partir et de se reloger par leurs propres moyens ailleurs. Donc j'ai documenté ce territoire dans les derniers instants de sa vie jusqu'au lieu où une trentaine de foyers a été relocalisés vers des terres plus pérennes dans un territoire qui s'appelle Gray, à 70 km au nord, où un nouveau quartier a été bâti sur un ancien champ de canne à sucre. Et voilà, donc l'exposition suit ce mouvement-là, ce processus-là, des derniers moments de vie sur cette île jusqu'à l'endroit où cette communauté, en tout cas une partie de la communauté, a été relogée.
Ok. Eh bien, moi, je vais m'adresser une question. Oui, oui. Et je devais. C'est la première fois que je participe à une rencontre basée sur l'échange. Et donc voilà quelle a été mon expérience sur ce territoire. Et Jennifer, tu as aussi travaillé sur ce territoire. Peux-tu nous parler de ton expérience? Merci pour la question. On fait ça bien. Hein. On est bien rodés. Hein. Alors oui, et ben moi j'y suis allée aussi à peu près aux mêmes dates. Donc moi j'y suis arrivée en 2017, mais je ne suis pas allée sur l'île Saint-Charles à proprement parler. Donc moi j'ai été accueillie à Bâton Rouge, qui est la capitale de l'État, donc l'État fédéral de Louisiane. Et à Bâton Rouge, il y a une université et particulièrement un département en architecture, en anthropologie aussi, et une forme de centre de recherche pluridisciplinaire sur le devenir du delta. À l'époque, on appelait la résilience de ce delta. Depuis, ils ont un petit peu changé les intitulés. Et voilà, j'y suis allée par une forme de concours de circonstances. Mon université voulait, j'étais à Grenoble à l'époque, voulait consolider les liens avec cette université. Et je suis arrivée avec une volonté forte, c'était d'aller voir ailleurs un urbanisme que je ne connaissais pas. J'avais en tête qu'après Katrina, forcément, il y avait une forme d'adaptation en termes d'urbanisme, c'est-à-dire comment on fait vivre les populations, comment on permet le maintien des populations dans un territoire qui est à forte bascule écologique, c'est-à-dire un territoire qui est plus proche que nous, en tout cas de l'équateur, mais toutefois qui est un territoire occidental. Donc je me suis dit, ces territoires proches de l'équateur sont des territoires à forte bascule écologique, a fortiori un delta, et je me suis dit, je veux aller voir comment ça se passe pour pouvoir comprendre en fait comment l'urbanisme réagit. Voilà, j'avais une idée un peu idéaliste en y allant, en me disant voilà, il y a des catastrophes, donc l'urbanisme aura forcément eu, je vais faire simple, mais des bonnes idées, des innovations que l'on pourrait ramener en France. Mais je suis repartie surtout avec d'abord un sentiment d'être rentrée dans un territoire qui est bien plus grand que moi, qui me dépasse, que cette île Jean-Charles, elle est une petite pointe immergée de l'iceberg. En fait, elle fait partie d'un grand système, d'un delta qui est composé de deux capitales, Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans, qui sont toutes les deux sur le Mississippi. Le Mississippi, il traverse les États-Unis de part en part. Donc, en fait, il prend un tiers du territoire des États-Unis si on regarde tout son bassin. C'est une infrastructure écologique extrêmement artificielle, elle est entièrement canalisée, il y a des barrages, il y a des endiguements, et que en fait ce territoire-là, qui est donc une construction humaine colossale, a un impact sur ce delta, et que en fait un fleuve, normalement, c'est un transport d'eau et de sédiments, mais que le transport de sédiments ne peut pas se faire dans le delta du Mississippi, du fait de l'endiguement, du fait du dragage. Les sédiments vont droit au fond de la mer, et quelque chose que l'on considérait comme normal en urbanisme, c'est-à-dire d'avoir un sol, et c'est un a priori que nous partageons, se dérobait complètement sous nos pieds, puisque ce sol, en fait, disparaît. Le delta disparaissant. Et en fait, en 50 ans, les 50 dernières années, la masse terrestre du delta a disparu sur un tiers. Donc, il a perdu un tiers de sa masse terrestre. Ce qui veut dire que concrètement, la mer avance. Elle n'avance pas de façon linéaire, elle avance temporellement de façon pas linéaire, c'est-à-dire qu'à grand renfort de catastrophes climatiques, eh bien, dès qu'il y a une tempête, il y a une avancée de mer qui se fait. Et elle n'avance pas de façon linéaire, c'est-à-dire comme un front continu, donc pas non plus géographiquement, c'est comme en fait un peu une éponge. Et donc, j'ai été très touchée de découvrir tes photographies qui illustrent parfaitement la réalité des communautés quand le sol disparaît. Et à mon échelle, donc quelqu'un qui s'intéresse à penser ensemble, penser le vivre ensemble, c'est censé être ça, l'urbanisme, je me suis dit, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus le sol ? Et j'ai regardé ce qui restait encore, des outils pour pouvoir penser la délocalisation des populations. Moi, j'ai eu cette approche-là, d'abord individuelle, collective aussi avec les collègues enseignants-chercheurs sur place. C'était pas un travail très joyeux en fait, et après aussi j'ai ramené une équipe pluridisciplinaire avec des sociologues, anthropologues et aussi des photographes, des artistes qui nous ont accompagnés à documenter sur différentes communautés
donc différents types de populations qui n'ont pas forcément le même niveau de revenus, même milieu culturel, qui n'ont pas forcément la même langue. Voilà, documenter ce qu'il se passe en fait pour eux à cet instant T dans ce moment de bascule écologique. Mais moi, ce que j'ai trouvé formidable dans ton travail, et c'est pour ça aussi que je suis très heureuse d'être là, c'est que en fait, bon, moi, je peux raconter la grande histoire, on va dire, mais toi, tu touches au cœur des gens avec l'histoire intime des personnes. Et voilà, je vais poser une question qui, j'espère aussi intéressera tout le monde, mais sur comment tu fais en fait, quelle est ta méthode pour aller au plus proche des gens. Moi, dans ces photographies que tu montes, tu es dans les intérieurs, tu es dans les salons, tu es sur les bateaux. Je m'imagine que ça ne peut se faire que sur un temps très long, avec une relation presque familiale qui s'opère. Et d'abord, voilà, je dis toute mon admiration parce que je mesure combien ça ne doit pas être facile, mais je voudrais savoir concrètement comment ça se passe. Alors, lorsque j'ai voulu commencer ce travail, j'avais découvert déjà des articles de presse américains sur Internet qui parlaient déjà de cette communauté humaine de l'île de Jean-Charles qui allait devoir être déplacée et de la disparition de cette île. Et cette communauté avait déjà créé un petit site Internet pour alerter l'opinion publique sur sa situation et pour lever des fonds nécessaires à son relogement. Et il y avait un numéro de téléphone d'une sorte de secrétariat, comme un secrétariat de mairie ou quoi. J'appelle depuis la France cette personne qui me dit « mais ne venez surtout pas ». Parce qu'on reçoit beaucoup de journalistes américains, japonais. Vous savez, c'est une petite population, enfin une petite communauté humaine. Ils sont pas très habitués à avoir des journalistes. On est vraiment au fin fond du bayou, là où les routes s'arrêtent, à 130 km au sud de la Nouvelle-Orléans. Ne venez pas parce que les gens sont fatigués de voir passer ces journalistes qui n'ont pas l'habitude de voir ordinairement. Et bon, on fait un métier où si on s'arrête au premier nom, on n'obtient pas grand-chose. Hein. Il ne s'agit pas ensuite de faire contre la volonté des gens, mais on essaie un peu de pousser quelques barrières. Et du coup, je me dis, moi, je vais quand même y aller. Je m'y prendrai délicatement. Je vais y aller. Je vais faire comme je fais toujours. À pas de velours, je vais m'approcher des gens. Je vais rester ouverte, respecter des noms, mais essayer d'obtenir des oui aussi. Et là, je dépose un dossier de demande de financement auprès de ma région, là, j'habite à Montpellier, donc à la région Occitanie, et qui me permet, grâce à cette bourse, d'effectuer les 2 premiers voyages. Et au cours des 2 premiers voyages, comme toujours sur ce genre de terrain, au premier abord, on arrive à créer des contacts avec les personnes les plus à l'aise, avec les étrangers, avec des journalistes, etc. Et au fur et à mesure des voyages, on arrive à ouvrir des nouvelles portes et à accéder à des gens qui sont les plus réfractaires au début à vous voir. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait de parler français, qui a été un grand passeport pour moi, puisque sur place, les anciens parlent encore français. D'ailleurs, dans certaines de mes photos, on voit parfois des couples de personnes âgées qui, entre elles, parlaient encore français. Donc ça, je pense que ça a été un sacré joker pour moi, parce que j'incarnais une forme de nostalgie quelque part à parler français. Je pouvais parler français avec eux aussi. Et puis, l'autre chose, c'est le fait de venir régulièrement. C'est-à-dire que tous ces journalistes qui venaient sur l'île de Jean-Charles venaient quelques heures ou alors un jour ou 2, puis repartaient. Et moi, le fait d'y être allée 8 fois, je pense que ça a vraiment été déterminant, parce que les gens se sont dit, ok, elle est vraiment intéressée par cette île, en fait, si elle vient autant de fois d'aussi loin. Et ça a contribué à renforcer le rapport de confiance. Et je vois bien qu'au gré de mes voyages, effectivement, beaucoup plus de portes se sont ouvertes au départ. Voilà, il y a une dame qu'on voit sur l'une de mes photos qui m'a avoué sur l'avant-dernier voyage que lorsqu'elle me voyait passer sur l'île, vite, elle tirait le rideau de son salon pour que je vienne surtout pas frapper à sa porte. Et au final, j'ai réussi un jour à la rencontrer et elle m'a avoué ça. Et aujourd'hui, c'est une personne avec qui je passe beaucoup de temps, qui se prénomme d'elle-même Your Indian Mother, ta mère indienne. Bon voilà, parce qu'à chaque fois elle m'accueille, elle me fait à manger, voilà, on a un rapport très très proche. Alors que voilà, au début c'est quelqu'un qui voulait surtout pas que j'entre chez elle. Donc c'est ça, je pense que dans ce projet, c'est le fait de revenir souvent, c'est le fait de parler français, c'est aussi une approche d'ouverture, de curiosité, d'absence de jugement, d'intérêt sincère en fait pour les gens. Et puis ce que je fais aussi sur des terrains de travail au long cours comme ça, c'est que je reviens souvent avec des images faites des personnes.
Donc je les prends en photo, je les imprime une fois rentrée en France. Lorsque je revenais voir, je leur donne des photos. Et là, dans ce cas-là, j'ai réalisé que parfois les personnes, au voyage encore d'après, elles s'étaient emparées des photos, elles les avaient encadrées et que je retrouvais certaines de mes photos encadrées, posées sur des buffets, dans des cuisines, dans des salons. Et là, je me dis, c'est génial parce que les gens s'approprient vraiment les photos que je peux faire d'eux. Et même en ces 8 ans, certaines personnes sont décédées et certaines familles m'ont même demandé que je leur envoie des photos des êtres décédés pour pouvoir nourrir des diaporamas projetés lors des funérailles de ces personnes. Donc voilà, c'est aussi un travail qui documente une situation et bon à mal an, j'ai réalisé en cours de route que je participais à construire une mémoire aussi, une mémoire visuelle d'un territoire qui n'existe plus tout à fait tel que je l'ai connu au démarrage et aussi de mémoire familiale parce que les gens ont beaucoup d'albums, beaucoup de photographies qui parfois sont détruites à l'occasion des ouragans, qui sont détruites ou altérées par la pluie, par les moisissures, etc. Et que ces photos, elles venaient aussi alimenter ces mémoires de famille qui parfois avaient tendance à disparaître dans leur matérialité en tout cas. Et je sais, Jennifer, que toi aussi, dans le cadre de ton travail, tu as photographié, tu as filmé, tu t'es saisi de ces outils-là. Est-ce que du coup, tu peux parler de ta modalité de travail à toi aussi? Oui, alors elle est très complémentaire à la tienne parce que donc moi je travaille sur un territoire plus vaste puisque tout le delta, donc il est plus difficile d'aller au plus proche des populations et puis je pense que c'est pas dans ma nature même et ça demanderait effectivement un travail long et donc moi ma façon de photographier et de filmer, je n'ai filmé et photographié que des paysages en plan fixe. Comme ce que tu disais, une mémoire d'un temps révolu. Parce que cet a priori du sol fixe, il n'est pas toujours là, en fait. Et donc, je fais ce qu'on appelle des miniatures urbaines. Donc, un travail systématique de capter un lieu. Alors, ça peut être une rive côtière. Par exemple, on a plein de types de paysages différents dans le delta du Mississippi. On peut avoir des endiguements, les fameux endiguements le long du Mississippi. Il est très difficile de voir le Mississippi, de le prendre en photo. A priori, le Mississippi, c'est celui qui changera le moins. Sur le Mississippi, vous avez des zones déversoirs pour pouvoir éviter les inondations de la Nouvelle-Orléans. S'il y a un trop-plein d'eau, s'il neige dans le Minnesota, par exemple, on va avoir un trop-plein d'eau dans le Mississippi. Et donc, pour éviter d'inonder la Nouvelle-Orléans, on va inonder des parties rurales. Donc ça, je photographie ces parties qui vont être inondées, les parties rurales. À force d'être inondées, soit elles sont inondées de façon permanente, ou soit on met en forme de verrou, mais leur sol va augmenter en taille parce qu'il y aura des sédiments. Je vais photographier les reconstructions côtières. Donc, faire de la reconstruction côtière, ça peut être ça peut se traduire plutôt par des grands programmes d'investissement publics et privés, sachant que tous les aménagements le long du Mississippi sont des aménagements gérés par les États-Unis propres. Donc, c'est des aménagements qui sont gérés par l'armée, en fait. Ce sont les ingénieurs de l'armée américaine qui gèrent l'aménagement du Mississippi en tant que grande infrastructure économique. Et donc maintenant, ces ingénieurs-là qui ont mis en place l'endiguement sont aussi ceux qui pensent l'écologisation. Et donc, la reconstruction côtière, c'est une forme d'écologisation. Et aussi de créer des formes de barrières. Elle se traduit soit par des zones de marée qu'on va reconstituer, soit par des zones de forme d'îles qu'on va constituer. Ça peut se traduire par créer dans le Mississippi des brèches, en fait, pour faire des traversées sédimentaires. Je pense que tu en parleras aussi, c'est que les populations dont on parle là, elles ont été relocalisées, que cette relocalisation, elle répond à une approche qu'on appelle coût-bénéfice, qu'on voit moins aujourd'hui en France à l'heure, qui peut-être qu'elle va revenir, on ne le souhaite pas, mais en tout cas, c'est pas une approche culturaliste, c'est-à-dire le point de vue des populations ne va vraiment pas être pris en compte. Sur une approche coût-bénéfice, c'est le fait qu'il y a le delta du Mississippi, c'est la plateforme pétrolière des Mississippi en son territoire. Donc, l'approche coût-bénéfice, c'est le fait de se dire on doit maintenir, quoi qu'il en coûte, les industries pétrolières
c'est-à-dire qui soient sur la terre ou en mer, et aussi les industries gazifères. Et donc ça va générer le fait de créer des grands projets d'aménagement pour maintenir ces industries et des populations. Mais en fait, on s'en fiche un peu que la population, enfin, je ne m'inclus pas dans ça, mais dans l'idée générale, en fait, il n'y a pas de prise en compte des populations, qu'elles habitent ici ou là, qu'elles soient attachées à ce lieu, ça n'importe peu. Donc moi, quand je photographie des sols, ça va être des sols qui vont être en totale reconfiguration, soit parce que le trait de côte avance, ou soit parce qu'il y a des projets d'aménagement colossaux qui vont faire que le trait de côte va aussi encore bouger, parce qu'il y a des volontés de faire des apports de terre. Ces apports de terre, c'est notamment en créant des dérivations sédimentaires qui viennent du delta du Mississippi. Ces dérivations sédimentaires, ce n'est pas un petit trou dans la brèche, c'est des trous d'au moins 5 km de large sur 50 km de long. Ce qui veut dire que tous les territoires qui sont traversés par cette nouvelle brèche sont des territoires qui vont être dévastés. L'île Saint-Charles, c'est la relocalisation, c'est 2016, c'est l'époque Barack Obama. J'imagine que tu vas nous parler, et je vais poser la question sur ça après, de cette relocalisation. Est-ce que ça s'est plutôt bien fait? Comment ça s'est fait? Parce que c'est quand même un moment exemplaire, je dirais, de penser de relocaliser des personnes. On parle de 37 logements, au final, c'est quand même pas énorme. Mais c'est vraiment la pointe immergée de l'iceberg, parce qu'en fait, sur ce trait de côte, en fait, il y a énormément de personnes à relocaliser, et c'est pas fait. Ce n'est pas pensé, et la concertation n'est pas faite. Peut-être que, je le dis tout de suite, mais moi, ce que j'ai découvert en allant là-bas, c'est que les outils classiques de l'urbanisme, du faire ensemble, de se dire, voilà, le trait de côte avance, on doit se délocaliser, ce débat-là n'a pas lieu. Et les formations en urbanisme, elles ont été fermées. C'est la résultante clé, en tout cas en termes académiques, des catastrophes climatiques. Donc, ce qui a le vent en poupe en formation universitaire, ce sera la reconstruction écologique, la reconstruction côtière, avec de l'ingénierie. Et de l'autre point académique, on peut étudier les populations qui sont vulnérables. Mais essayer d'aller au-delà des vulnérabilités pour construire ensemble un territoire, c'est pas vraiment fait. Donc là, je sais que tu vas critiquer, et à juste titre, la relocalisation comme elle s'est faite, mais c'est la seule et unique co-construction de ce territoire. Après, c'est plus compliqué, et c'est plus l'ère Obama aujourd'hui. Donc, je ne suis pas très optimiste sur la façon dont les choses vont se dérouler pour les populations qui, au final, il y a des communautés avec des statuts très différents, et je suis totalement d'accord, plus on parle français, mieux on est accueilli de façon générale, parce qu'on n'est pas pris pour quelqu'un qui va faire un donneur de leçons aussi, parce qu'ils en ont marre en fait que les populations qui parlent mieux américain qu'eux, et nous on parle pas très bien américain, viennent leur expliquer la vie. Donc quand on est français, on a plus de possibilités. Mais les communautés sont donc très différentes, et en fonction de leur statut social, elles n'ont pas la même résilience, c'est-à-dire la capacité à remonter la crise. Et grossièrement, celles qui ont des grosses assurances, en fait, elles peuvent grossièrement être prévenues quand il y a une catastrophe. Elles peuvent donc s'en aller. Ceux qui n'ont pas ces mêmes niveaux d'information ne le peuvent pas, donc ils sont pris sur place. Et si on a une grosse assurance, on peut faire reconstruire sa maison. Mais l'essentiel les gens de l'île Saint-Charles, c'est pas leur cas. Et donc là, l'accompagnement post-catastrophe est dramatique. Alors, j'en ai beaucoup parlé déjà, mais du coup, comment ça se passe, cette relocalisation? Toi, tu l'as suivie, tu as assisté aussi à des réunions de co-construction. Est-ce que ça concerne déjà tous les habitants de l'île Saint-Charles? Est-ce que c'est une partie? Et aussi, tu as vu l'installation. Comment ça se passe, l'installation sur place? Oui, donc c'est en 2016, sous Barack Obama, que les crédits ont été votés par le Congrès et alloués de l'État fédéral à l'État de Louisiane pour relocaliser les habitants de l'île de Jean-Charles. C'est 48,6 millions de dollars qui ont été alloués 2016, et ce n'est qu'en 2022 que les premiers habitants de l'île ont commencé à aménager, à occuper leur maison sur le nouveau quartier qui a été construit. Donc ça a pris 6 ans.
Bon, il y a eu le Covid entre-temps, il y a eu des ouragans, l'ouragan Aïda de 2021 qui a retardé toute cette démarche-là. Et plus globalement, c'est vrai que l'agence d'urbanisme qui travaille avec l'État de Louisiane pour organiser ce relogement a beaucoup mis en avant le côté participatif. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réunions où ils ont sollicité, enfin questionné les habitants sur leurs besoins, leurs habitudes de vie pour essayer de reproduire au maximum tout ceci sur leur nouveau lieu de vie. D'ailleurs, le nouveau quartier, ils l'ont appelé The New Isle, la nouvelle île. La forme du quartier est très longiligne, on le voit dans l'exposition. Ils ont tenté de reproduire voilà, la forme aussi de l'île au niveau du quartier. L'artère principale s'appelle la Jean-Charles Street. Voilà. Ils ont tout fait pour faciliter l'appropriation de ce nouveau territoire, mais les habitants se sont montrés effectivement assez critiques parce que un certain nombre de leurs besoins, de leurs souhaits n'ont pas été pris en compte. Ils pensaient qu'avec 48 millions de dollars, ils auraient des maisons bien plus costauds, alors que 6 mois après les premiers aménagements, quand je suis allée là-bas, ils constataient qu'il y avait des trous dans le sol, qu'il y avait de la peinture qui se décollait. Enfin, ils ont trouvé que que le temps lié à la réflexion avait été très important et qu'au final le temps des travaux avait été très court et que les travaux n'avaient pas été de grande qualité. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté à leur niveau. Et puis il y a ce fameux critère de 2012, c'est-à-dire que seuls les habitants qui habitaient sur l'île encore en 2012, date de l'ouragan Isaac, étaient éligibles à ce programme. Tous ceux qui avaient quitté l'île avant, eux n'étaient pas éligibles. Et donc les personnes éligibles, à quoi elles avaient droit? À occuper ces maisons dont les gens deviennent propriétaires au bout de 5 ans. C'est-à-dire s'ils occupent ces maisons en continuité pendant 5 ans, ils deviennent propriétaires de la maison ainsi que du jardin attenant. Ceux qui avaient quitté l'île avant 2012, eux, on allait leur offrir le terrain, mais c'est à leurs propres frais qu'ils devaient construire des maisons. Sauf que depuis 2012, ils ont bien eu le temps de construire leur vie ailleurs, de trouver du travail ailleurs, de scolariser les enfants ailleurs, de s'habituer à une nouvelle vie. Et moi, à ma connaissance, il y avait personne qui acceptait de quitter des maisons habitées par le passé pour venir juste dans ce nouveau quartier en devant payer en plus la construction d'une nouvelle maison. Et ça a pas mal contribué à disloquer quelque part la communauté parce que poser un critère comme ça relativement arbitraire, aléatoire et qui exclut certains dans le programme et qui en inclut d'autres, ça a été la plus grande critique qui a été formulée parce qu'au départ toute la communauté voulait être réunie et ça s'est pas produit. Seules certaines personnes ont été relogées et voilà. Et donc il y a aussi des éléments de la culture dont était porteuse la communauté qui se sont perdus au gré des déplacements de population, soit volontaristes, soit organisés par l'État. Et aujourd'hui, moi, lorsque j'ai effectué les voyages en Louisiane et que j'ai passé du temps dans ce nouveau quartier, ce que j'observais, c'est que les gens étaient beaucoup tout seuls dans leur maison, en fait. Dans leur maison, dans leur jardin, certes très confortablement installés, mais chacun devant sa télé, en train de cultiver son propre jardin, mais il y avait très peu d'échanges, et d'ailleurs il n'y avait même pas de lieu communautaire, de rencontres, d'animation de la vie collective, ça n'existait pas aussi. Donc voilà les quelques critiques. Et toi, tu as pu constater d'autres c'est la même chose aussi. Oui, sur les modalités de relogement. Là, toi, tu as raconté quand même on obtient une maison, ce qui est assez rare. Bon, ces maisons sont un peu mal faites, clairement, sur des anciens terrains de canne à sucre. Soit dit en passant, en fait, c'est un territoire qui, pour moi, a toujours été un delta. C'est assez inhabitable, en fait. Donc, c'est un delta qui a été 2 fois déforesté pour pouvoir construire les États-Unis. Et une fois qu'on a double déforesté le delta, c'est un endroit qui, du coup, on pouvait faire une culture agricole que vous connaissez, celui de la canne à sucre, et qui est un endroit où on a envoyé des populations, soit pour la déforestation au démarrage, et c'était des prisonniers, c'était des personnes de moindres conditions. Donc pour moi, ça reste un territoire qui a toujours été inhabitable et dans lequel les conditions de l'habiter sont toujours un peu limites quand même.
On est vraiment dans une espèce de sud sauvage. Moi, j'ai cette sensation-là que les publics sont assez captifs quand même. Voilà, sans mauvais jeu de mots par rapport, voilà, à la longue histoire de ce delta du Mississippi, qui est aussi celle, voilà, d'une relation à l'esclavage. Et voilà, on a des publics quand même captifs. Et quand on parle, voilà, du relogement, de la relocalisation des populations, ça fait vraiment froid dans le dos. Après une catastrophe climatique type une tempête, si on prend la voiture, même une année après, 2 années après, c'est marqué en fait dans le territoire. Et ça m'a touchée dans ton exposition parce qu'on le voit aussi, tu as ramené des éléments que tu as posés dans l'exposition. Quand on roule en voiture, on a sur le côté des tas de déchets qui sont installés comme ça. Donc soit c'est carrément la baraque qui a été rapprochée au bord de la rue, en s'imaginant que peut-être un jour quelqu'un viendra le récupérer, soit ça resserre à d'autres constructions, soit ça sera enlevé, mais sans doute pas de façon humaine, hein, ça sera sans doute enlevé par un prochain dégât des eaux, on va dire, ou soit on voit encore les baraques, soit on voit qu'elles sont complètement à l'abandon, peuvent être à l'abandon avec un mobil-home à côté, parce que la solution qui est souvent proposée, c'est celle d'avoir un mobil-home qui n'est pas donné voilà, par les assurances, qui est prêté pour 18 mois et après il faut le racheter. Si on en a les moyens, et ça coûte quand même extrêmement cher. Et est-ce que l'idée, alors que la terre se dérobe, c'est de faire habiter les gens sur place dans un mobil-home, on voit bien que ça n'a pas de sens en fait. Et en plus, ils ne sont pas en capacité de le racheter. Et voilà, ça c'est ces paysages-là qui sont des paysages complètement dévastés. On a d'autres communautés qui s'organisent pour... donc là, on ne peut pas parler, je dirais, de déplacement concerté. Voilà. Et ceux qui le disent, je dirais, c'est des gens qui en fument, voilà, qui cachent quelque chose d'autre. Après, il y a des concertations qui sont faites, mais généralement, elles sont faites à l'échelle de communautés qui sont plus riches. Je donnerai pour exemple celle de Golden Meadow, qui est aussi c'est de culture francophone, donc on peut complètement parler en français avec la population. C'est une population de pêcheurs, c'est des pêcheurs plus industriels, et eux ils sont organisés leur communauté autour d'un bayou, donc une petite rivière, et au final il pourrait devenir une île. Puisqu'en fait, autour de cette rivière, ils ont construit comme toute une forteresse, un endiguement, pour empêcher la mer de rentrer dans leur ville. Et en fait, ils ont mis en place un impôt pour pouvoir construire leur propre système de fortification. Ce sont des fortifications, donc des digues, dont la hauteur est fonction du niveau d'imposition des gens. Plus les gens peuvent les imposer, plus on pourrait faire monter la digue. Mais c'est complètement dingue, hein, puisque en fait, au final, ils seront une île. Voilà, donc ça se mord la queue. Et puis la digue n'est qu'une des parties du système, parce que la terre de cette communauté s'enfonce sous son propre poids et celui de l'eau de pluie, et donc du coup il faut 7 stations de pompage pour sortir l'eau de cette communauté, pour la rejeter de l'autre côté en dehors des digues, et sans parler des systèmes d'écluses pour fermer l'accès par la route en cas de montée des eaux. Et donc là, oui, ils concertent au sein de leur communauté, mais est-ce que c'est vraiment à la bonne échelle ? Enfin, vous avez compris mon aspect un peu critique sur cette point de vue-là. On a la Nouvelle-Orléans qui sans doute fait des grandes concertations et qui a eu tout un plan post-Katrina pour éviter ça et éviter que ce soit en fait, malheureusement à la Nouvelle-Orléans, ce sont les quartiers pauvres qui prennent en cas de montée des eaux. Donc la Nouvelle-Orléans est construite comme une forteresse, une capitale presque européenne dans sa construction, voilà, sur le long terme, en dehors des terres de l'Europe, mais presque en dehors des terres du Delta tout court. Et là, on atteint un système de gestion du risque qui, lui, accentue les risques sur les territoires qui sont même en dehors du delta. C'est-à-dire qu'une montée des eaux qui arriverait à la Nouvelle-Orléans va inonder un lac et qui va lui-même faire fonctionner une rivière en sens inverse pour pouvoir s'évacuer ailleurs que dans la Nouvelle-Orléans, donc remonter vers le nord et inonder Bâton Rouge qui lui-même accueille des réfugiés climatiques. Donc la concertation, elle est parfois faite, mais le périmètre avec lequel on concerte on n'en a pas trouvé un qui soit vraiment le bon, parce que l'impact c'est quand même sur tout le delta. Et ça, je trouve qu'en France, on a quand même
Parce que tu m'avais aussi demandé, je ne sais pas si c'est dans cette question-là ou après, mais c'est là, hein, c'est ça, de parler de comparaison. Et en fait, ce que l'on a été en train de décrire à grand renfort d'images un peu choc, et j'en suis désolée, ce qui se passe là-bas, c'est aussi des choses qu'on peut voir en France. Ce déplacement du trait de côte est une réalité. Il est une réalité à différents endroits. Je ne connais pas suffisamment le Havre pour pouvoir parler de la situation d'ici, donc vous en êtes voilà, des experts, je ne le suis pas. Ici, nous, on connaît un peu plus la Camargue, c'est un autre point commun. Voilà, je sais que bien sur place, aussi le déplacement du trait de côte a un impact sur les populations, sur la culture du riz, pareil, voilà, sur le sel, enfin sur les activités économiques, et il y a aussi les activités, il y a aussi du pétrole dans cette zone-là. Donc tout ça, ça se passe pas non plus hyper bien. Ce n'est pas facile de parler de la disparition d'un sol et du fait qu'il faut déménager, en fait, il faut déplacer. Donc qu'est-ce qu'on garde ? Et qu'est-ce qu'on perd, et comment on est accompagné dans cette discussion-là qui va de l'intime de la vie de sa famille à une question collective, voilà, du vivre ensemble. Et si on se déplace, comment on maintient une forme de vivre ensemble? C'est vrai que c'est dans un territoire dans lequel l'espace public était déjà pas très présent, mais dans la relocalisation, il y en a encore moins. Et ce que je vois comme différence majeure, c'est que finalement, en France, il y a quand même des habitudes des élus de travailler un peu ensemble. Il y a des intercommunalités, il y a voilà, un parc naturel régional, par exemple en Camargue, etc. Et je me dis que peut-être que dans ces conditions-là, ce sont des outils qui pourraient s'avérer très, très utiles pour pouvoir penser ensemble. Et on voit la grosse différence. Voilà, sur des choses qui, en France, on ne qualifierait pas ça vraiment de participation, le fait simplement d'avoir des élus qui nous représentent à différentes échelles. Mais quand on voit l'absence de ça aux États-Unis, on se dit que on tient quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. Et voilà. Et je sais que tu m'avais aussi invité à parler d'un autre territoire qui est celui de Chicago. Je vais faire une petite parenthèse sur ça. En fait, je le disais, le Mississippi traverse le territoire des États-Unis du nord au sud, et les sources du Mississippi sont diverses. C'est-à-dire qu'il y a plein de rivières. Mais il y en a une qui est assez que je trouve intéressante de vous partager, sur laquelle j'ai travaillé en tant que chercheur et aussi en tant que lauréate d'une villa qui s'appelle la Villa Albertine, donc j'ai résidé là-bas. C'est Chicago. Chicago, elle est connue non pas pour être connectée au Mississippi, elle est connue parce que c'est une ville des Grands Lacs. C'est une ville un peu dans l'esprit, on va dire New York, l'invention de l'urbanisme moderne, les tours, les immeubles de grande hauteur, etc., le gratte-ciel. Mais c'est aussi l'univers de Détroit, donc une ville un peu en décroissance économique avec des activités qui ferment. Cette ville, a priori, rien ne pourrait la connecter avec ce dont on vient de parler du delta, mais en fait, c'est une des sources artificielles du delta du Mississippi, parce qu'au moment de la création donc au 19e siècle de Chicago, s'est créé un système qu'on appelle de tout à l'égout, que vous connaissez, mais qui en fait à Chicago se résume en tout à la rivière. Et le tout à la rivière allait donc dans le lac. C'est le sens naturel des rivières à Chicago, qui est une forme de plaine marécagère autour du lac. Or, ces grands lacs des États-Unis, c'est une réserve d'eau potable incroyable pour l'humanité, mais aussi pour Chicago. Et en envoyant les déchets de Chicago dans les rivières de Chicago, on les envoie dans sa propre eau potable, donc le cercle n'était pas vertueux. Et donc au 19e siècle, a eu une idée incroyable pour résoudre ce problème, ça a été celle d'inverser le sens des rivières. Donc il y a 294 kilomètres de rivières. Je vois des gens qui froncent les sourcils. Donc comment on inverse le sens des rivières? Donc d'abord l'idée, ok, on n'y adhère pas, mais inverser le sens des rivières, c'est-à-dire qu'une rivière elle coule dans le sens d'une pente, comme ça, et pour qu'elle coule dans un autre sens, il faut creuser pour inverser la pente. Et normalement il y a une ligne de partage des eaux, c'est-à-dire à partir de cette ligne-là, toutes les rivières, imaginons, coulent dans ce sens-là. Et si on veut inverser le sens d'une rivière, la rivière, on doit la faire creuser, faire passer sous la ligne de partage des eaux pour qu'elle rejoigne de l'autre côté. Je vous ai raconté ça, je pourrais y revenir au moment des questions si ça vous intéresse, mais ce système-là, donc ce système d'égout à ciel ouvert que sont les rivières de Chicago, qui maintenant fonctionne en sens inverse, va droit vers le Mississippi. Donc le bassin versant n'est pas celui du Mississippi, de façon naturelle, mais de façon artificielle. C'est donc une des sources, sans doute les plus artificielles qui soient, du Mississippi. Et quand on parlait des échelles de co-construction, de participation, elles sont vastes, parce que ce territoire du delta, s'il s'enfonce sous son sol,
c'est que aussi très très en amont, on a des territoires extrêmement artificialisés qui envoient, entre autres, leurs déchets. Vous ne voyez pas forcément le lien le plus direct, mais repenser la réécologisation du delta du Mississippi, c'est aussi penser la réécologisation de ce qui se passe à Chicago. Et voilà, et moi je m'intéresse à ces deux territoires. C'était le hasard de la vie qui m'a amenée à m'intéresser aux deux territoires, mais qui sont extrêmement connectés, qui nous amènent aussi à réfléchir qu'un décalage d'un trait de côte, il est peut-être lui-même le résultante de quelque chose qui se passe beaucoup plus loin, entre autres, dont on est dépendant. Voilà, on vous a amené dans une dérive à la fois géographique, à la fois humaine, une grande traversée. J'imagine que ça doit vous susciter aussi des questions. Il y a un micro, soit c'est celui-ci, soit il y en a un autre qui va circuler dans la salle. Et nous, on accueille toutes les questions. Et évidemment, on a perdu le micro. Ah, il est là, non, évidemment, on a retrouvé le micro. Voilà. Voilà. Ou des réactions, quelles qu'elles soient, c'est peut-être pas été très clair, particulièrement moi. Merci, vous nous avez beaucoup intéressés. Il manque une photo dans toutes vos photographies, ce que c'était il y a 50 ans, pour qu'on ait plus l'impression du rétrécissement de la surface, si vous voulez. Vous le donnez en chiffres, mais on le verrait avec 2 photos avant-après. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Pardon? Donc, ils n'ont pas 50 ans, elles n'ont pas... Oui, j'imagine que dans les archives, ça peut se retrouver. Et puis, on pourra parler du problème de l'eau sur le Havre et du trait de côte sur le Havre. Ouais, sur la représentation avec la carte, là, on a proposé un échange et il se trouve que cet échange, désolée pour l'anecdote personnelle, mais arrive pile le jour de la publication de mon livre qui s'appelle La part terrestre et dans lequel vous avez une illustration double page du décalage du trait de côte. Et en fait, j'ai positionné sur cette carte du delta l'ensemble des photographies que j'ai prises aux différents endroits, moi qui sont, comme vous l'avez compris, que des photographies de paysages, où on voit parfois des photographies dans des territoires on voit. C'est pas évident de faire une carte du delta, puisqu'en fait, elle ne fait que bouger. Donc, en fait, j'ai regardé, j'étais très intéressée dans l'expo pour regarder qu'est-ce que vous avez utilisé comme fond de carte, parce que, en fait, on pourrait toi aussi, si on localise les photos que tu as prises, elles sont aujourd'hui les pieds dans l'eau. En tout cas, une partie d'entre elles. Et donc, moi, je me suis amusée à essayer de chercher quels font. Et en fait, il se trouve que la NASA, depuis une navette spatiale, a fait des clichés de la Terre en excellente résolution, et ils ont fait sur le delta, puisque c'est un lieu de forte bascule écologique. Et quand on la voit depuis la navette spatiale, on voit la différence dans la mer de quand la Terre, en fait, elle est encore à 1 mètre. Puisque c'est ça, l'avancée de mer, en fait, c'est pas une submersion à 5-6 mètres, mais en fait, ce décalage du trait de côte qui s'est énormément avancé, donc j'imagine parfois sur 50, 100 km par exemple, on le voit dans l'image satellitaire. Donc j'ai utilisé celle-ci qui fait une bonne image où on voit l'avant-après ensemble. Et sinon, on se faisait la remarque que cette carte, en fait, de façon assez... elle peut être présentée, je l'ai vue déjà à Bâton Rouge, il y a un grand centre qui s'appelle le Musée de l'eau, on voit cette grande carte. On voit aussi l'énorme maquette qui est la taille, écoutez bien, d'un terrain de football et on peut marcher dessus. C'est la taille, c'est le delta. Et on voit les avancées du trait de côte. On comprend très bien, c'est un système complexe. Mais en fait, les gens que tu as photographiés n'iront jamais à Bâton Rouge voir ça. Et eux n'ont pas une très bonne compréhension de ce qui se passe. Et je pense que tout n'est pas fait pour qu'ils aient une très bonne compréhension de ce qui se passe. Parce que même quand on en a une compréhension de ce qui se passe, c'est quand même très, très difficile à comprendre. Et donc, ces cartes, elles existent. Elles sont dans des lieux un peu de pouvoir quand même, pas facile. Je ne sais pas si toi, tu les as déjà montrées aux habitants. C'est très violent, en fait, de montrer... On sait comment ça va avancer, de montrer aussi la projection, c'est très dur. C'est très dur. Donc, elles existent, c'est pas facile à produire. Et puis, quand on les voit exposées aux États-Unis, avec une dimension critique et inclusive avec les populations, c'est pas gagné.
De mon côté, ce que j'ai pu récolter comme témoignage, c'est des gens qui me disaient, des gens de l'âge de ce couple, par exemple, qui me disaient lorsqu'on était enfant, il y avait tellement d'arbres et de forêts sur l'île qu'en fait, on ne voyait même pas l'eau. On ne voyait pas l'eau, on voyait que des arbres à perte de vue. Aujourd'hui, depuis les maisons, on voit l'eau partout, quasiment. Donc vraiment, à l'échelle d'une vie, l'île, c'est vraiment déforesté. L'eau salée est venue grignoter toute la végétation, puis les ouragans participent aussi à l'élimination de la vie végétale. Et puis dans l'exposition, il y a quand même une photo d'un bayou. Bayou, ça signifie petite rivière, d'un bayou avec des grands chênes que j'ai prise non loin de l'île. Et les habitants, quand je leur ai montré cette photo, ils m'ont dit « Ah mais voilà !» Ça ressemblait à ça avant. Et puis dans l'exposition, vous avez aussi à la fin 2 films, dont un film qui a été tourné en 1969. C'est une archive de l'INA qu'on a retrouvée, qui porte plus généralement sur le français de Louisiane et la francophonie, mais il s'avère que pour la Louisiane, une partie du film a été tournée à l'île de Jean-Charles, et on voit un homme sur une barque en train de pagayer, et on voit tout autour de lui des grands arbres, enfin un fleuve et des grands arbres, et c'était ça l'île encore en 1969. Donc je pense qu'on peut, avec ces images-là, essayer de se donner une représentation de ce à quoi ça ressemblait, en tout cas ce coin-là, il y a un demi-siècle encore. Je me permets une insiste sur ce que tu disais sur les arbres, les pieds dans l'eau. Les arbres, les pieds dans l'eau, c'est une image assez cliché, enfin, c'est une image, je dirais, totémique du delta du Mississippi. C'est pas parce qu'on la voit et qu'on la voit se maintenir qu'on peut se dire ah oui, ça a toujours été comme ça, parce qu'en fait, la nature. Est-ce que l'arbre est encore vivant? Quelle est la nature de l'eau? Il y a plein de questions qui se posent sur cette photo. En fait, les arbres, les pieds dans l'eau, c'est souvent les cyprès, le bord de bayou, dans des marais. Mais ça, c'est quand l'eau n'est pas salée et quand elle se retire. Parce que si c'est toujours immergé, en fait, il ne poussera plus. Enfin, il peut quand même pousser, mais il ne peut pas faire des repousses. Donc, il est mort, en fait. Et donc là, sur la photo, moi, la forêt est dense, donc je dirais qu'ils sont encore vivants. Mais ce que l'on voit dans les paysages de Louisiane, ce que moi j'ai appris à voir, c'est regarder si cette forêt est une forêt qui va continuer d'exister ou c'est une forêt qui est déjà un dernier rempart qui lui-même est une forme de cimetière, en fait, un cimetière du vivant. Et au début, en prenant un petit canot comme ça, on se dit waouh, c'est beau parce qu'on est juste dans l'atmosphère de la forêt cathédrale. Après, quand on a compris qu'on est dans un cimetière du végétal, l'image pour un néophyte est à peu près la même. Ça reste le cliché. Et d'ailleurs, il y a un tourisme qui continue à se maintenir pour pouvoir avoir cette expérience du bayou. Mais les réalités sont plus contrastées, les réalités écologiques. Bonsoir, merci. Moi, j'ai une question par rapport à la faune et la flore, et surtout la faune. Donc, je pense que les espèces ont complètement disparu, que ce soit les insectes, les poissons. Est-ce qu'il y a un changement total de la faune et de la flore? Quelle est l'évolution? Est-ce qu'il y a des espèces qui ont totalement disparu? Voilà, mes questions, ce serait plus là-dessus. Je vais faire un élément de réponse et peut-être que des choses vont... Ce n'est pas ma spécialité, donc je vais faire un élément de réponse. Peut-être que d'autres choses vont m'arriver en même temps. J'ai un exemple. Alors, est-ce que la faune a disparu? Je ne sais pas bien répondre à cette question. Je vais donner un premier exemple qui est celui de la carpe asiatique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, le delta du Mississippi, du fait de, le Mississippi, du fait de l'artificialisation de l'ensemble des rives et aussi du dessous, effectivement, tout ce qui est faune, dans le Mississippi, ça c'est depuis très longue date, depuis plus de 100 ans. Puis en plus, comme il y a tous les déchets, non seulement de Chicago mais d'autres villes, donc là on a atteint des niveaux de pollution absolument dingues. Et puis c'est une autoroute, un bateau, quoi, super tanker. Donc là, c'est développé dans le Mississippi, dans le golfe du Mexique, une espèce qui s'appelle la carpe asiatique, qui est devenue ultra dominante.
invasive. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est remontée jusqu'à Chicago. C'est comme ça en fait que j'ai pris connaissance un peu du sujet, parce que dans les entrées de Chicago, donc au moment où, quand on arrive depuis la rivière, en fait, quand on rentre vers la ville de Chicago, il y a des barrages magnétiques à carpe asiatique. Parce que la carpe asiatique, une fois qu'elle arrive, elle dévore tout sur son passage. Et donc, les Chicagoans ne veulent pas qu'elle rentre dans les Grands Lacs, ce qui serait un désastre. Enfin, effectivement, le désastre écologique qu'il y a dans le delta avec cette carpe va se répandre voilà, dans les Grands Lacs. Et ça leur paraît pas possible. Ça va faire un trouble voilà, de la biodiversité, mais un trouble aussi sur toutes les activités de loisirs, parce que la carpe aquatique, en fait, elle saute. Donc, on peut pas être dans son bateau je sais pas, on peut pas faire un petit bateau simple, parce qu'effectivement, quand on voit les images, elle attaque. Et elle saute, elle attaque, en fait, elle pousse les gens. Et donc, il y a des grands systèmes de barrages magnétiques que j'ai vus, électromagnétiques, qui les empêchent de passer. Quand on voit ça, ça fait effectivement froid dans le dos. C'est une expression des espèces invasives sur le territoire. Après, moi, j'ai travaillé, j'ai été rencontrer on va dire un ethnomusicologue, mais le terme n'est sans doute pas le bon, qui est l'un des plus connus aux États-Unis, qui s'appelle Murray Schafer, qui a donné lieu voilà, à des écoles de captation du son en Europe, en France, au monde, du son de l'ambiance urbaine. Et on a eu la chance j'ai eu la chance de pouvoir aller avec lui sur les terrains où il a fait des captations sonores le long des bayous, dans plein de territoires comme ça. Et en fait, ce CD de captation sonore est quelque chose qui a été ultra médiatisé voilà, dans le monde de l'acoustique, on va dire, pour se dire, voilà, capter le paysage sonore voilà, d'un marais, c'est absolument dingue. Et moi, je me demandais, effectivement, est-ce que par ces archives, justement-là, on pourrait voir à l'oreille, en fait, les modifications. Mais ce n'était pas un écologue au démarrage, il n'était pas capable de nous parler de la moindre espèce. Donc, les écologues, toi, tu le vois avec des géologues, je sais qu'avec lesquels tu travailles peut-être, auraient plus de choses à dire. Moi, j'ai plus travaillé avec des anthropologues, mais il y aurait quelque chose à faire pour pouvoir en parler. Et je voulais parler d'une autre chose sur la disparition de la faune. C'est, moi, les communautés indiennes que j'ai côtoyées, c'était les Huma. Et dans les Huma, pour les approcher, nous, on est rentrés par les artistes Huma qui font un art de reproduction d'animaux, en fait. Et bien, ils pouvaient nous dire, effectivement, celui-là, on le voit plus, celui-là, on le voit, etc. Les modifications, c'est aussi quand on a un delta, on a une eau non salée qui arrive, l'eau du fleuve, on a l'eau de la mer et on a tout plein d'eau saumâtre mélangée qui donne lieu à une biodiversité incroyable. Si on a la disparition d'un delta, de sa masse terrestre, ça veut dire qu'on va vers une embouchure. Alors en plus, le chemin n'est pas direct, c'est-à-dire qu'il va chercher le fleuve qui change de lit tous les 1000 ans. Ça a toujours été comme ça sur le delta du Mississippi. Donc là, il cherche son nouveau lit. Donc on ne sait pas s'il va continuer à passer entre Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Peut-être qu'il prendra un autre chemin, ce qui n'arrangera pas les hommes, à proprement parler. Mais en tout cas, si on arrive vraiment à une embouchure, c'est-à-dire qu'on est une ligne droite qui arrive sur un front de mer et qu'on ne savait plus ça, de fait, la biodiversité, tout un delta, elle disparaît. Et en plus de ça, il y a la possibilité de maintenir le fait qu'il y a quand même des espèces gagnantes qui sont possiblement invasives et qui vont continuer de corroder. Ah, il y a une autre espèce hyper invasive que vous connaissez, c'est le crawfish. Ah, l'écrevisse. L'écrevisse de Louisiane, que nous ne voulons pas en Europe, qui est malheureusement déjà arrivée, mais qui est une espèce invasive. Donc, ils ont fait un plat local, voilà, c'est mangé avec beaucoup d'épices, mais ça pose aussi un peu question quand même, cette écrevisse. Voilà, bon, elle est dans des grands élevages, elle fonctionne parce qu'il y a du riz, c'est des cultures en alternance. Mais le riz, ça ne fonctionne pas en eau salée et l'écrevisse non plus. Donc, je ne sais même pas si cette espèce, qui est considérée invisible chez nous, elle pourra se maintenir longtemps là-bas. Mais pareil, l'huître, c'est une culture très importante, la crevette aussi. Mais l'huître, c'est dans une eau saumâtre. S'il n'y a plus de delta, il n'y a plus d'huître. Et en fait, l'un des marchés économiques de la Louisiane, l'un c'est le pétrole, mais le deuxième c'est le tourisme. Et c'est un tourisme culinaire en fait. Et donc, les fruits de mer, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, sur l'île, pas mal d'habitants
il y a une cinquantaine d'années, ramasser les huîtres, et c'était une source de revenus pour beaucoup de familles. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout. Pareil, ils fonctionnaient beaucoup en autosuffisance, c'est-à-dire ils cultivaient et puis ils se nourrissaient de leurs propres fruits et légumes. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire pousser de cet ordre-là sur l'île aussi. Donc c'est vrai qu'en l'espace d'une vie, de la moitié d'une vie, on voit une partie de la faune et la flore qui disparaît aussi. Du coup, il y a un appauvrissement, je pense, de l'alimentation, les populations aussi. Ouais, l'obésité. Énorme, la difficulté à trouver de l'eau, qu'on vient de boire là facilement, mais c'est vraiment très difficile. Ouais. Et une plus forte dépendance à l'extérieur, du coup, ouais. Au supermarché, à nourriture standardisée, industrialisée, oui. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'était pour savoir, en fait, est-ce qu'on a une estimation du temps qui reste à l'île, en fait, avant d'être totalement submergé? Quand j'étais là-bas, j'ai rencontré effectivement un géologue, Alex Kolker, qui travaille sur ces sujets-là et qu'on voit beaucoup dans les documentaires qui abordent la situation de l'île. Et lui, il estimait que l'île allait disparaître d'ici 2 générations, c'est-à-dire 50 ans. Ouais. Et il y a cette donnée qu'on croise souvent, qui est que on est sur une partie du monde où la disparition des terres est la plus rapide, l'une des zones du monde où la disparition des terres est la plus rapide, avec l'équivalent d'un terrain de foot qui disparaît chaque heure. Alors les gens m'ont dit mais c'est un terrain de foot américain qui est plus petite qu'un terrain de foot français, mais quand même quoi. Mais j'imagine aussi que par surface qui disparaît, on entend ces zones marécageuses faites d'eau et de terre, et pas seulement de terre à 100%. Donc, ouais, et un sol, ça se recrée pas instantanément. En fait, c'est irrémédiablement, parce qu'on peut pas, même si on maintient sur certains endroits par des dérivations sédimentaires, la création d'un sol, en fait, c'est 10 000 ans par contre pour créer un sol. Alors c'est un peu étrange de poser cette question pendant l'ère Trump, mais est-ce qu'il y a une conscience écologique? Est-ce qu'il y a des réflexions? Est-ce qu'il y a des gens qui se battent pour que les choses avancent, ou est-ce que tout est foutu? Voilà. Étant donné la situation géopolitique actuelle et voilà, l'arrivée de Trump au pouvoir, le retour plutôt. Peut-être que je parle des gens de l'île, et puis peut-être plus largement sur ce que tu as... au niveau de l'île, par exemple, la majorité des gens votent Trump. L'île et puis les localités aux alentours, parce qu'il soutient le pétrole, et qu'énormément de gens de l'île sont à la fois pêcheurs et puis travaillent dans le pétrole. Alors ils travaillent soit sur les plateformes pétrolières, ils gagnent très très bien leur vie, c'est des boulots dangereux qui demandent un très faible niveau d'éducation, c'est des boulots manuels, voilà, où on les aboie un peu au charbon, ils gagnent très bien leur vie. Ou alors ils sont capitaines de bateaux de l'industrie pétrolière, notamment de ces barges, vous savez, de ces bateaux longs à fond plat qui transportent le pétrole dans les canaux intérieurs. Et puis, donc ça veut dire qu'ils réutilisent les savoir-faire qu'ils ont acquis en tant que pêcheurs de poissons dans l'industrie pétrolière, en fait. De capitaines de bateaux de pêche, ils deviennent capitaines de bateaux destinés à l'industrie pétrolière. Et puis, je pense qu'on est sur une région aussi assez conservatrice sur le plan sociétal, sur le plan des mœurs et des valeurs. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils votent plutôt républicains. Et on est aussi sur des gens, mais tu l'évoquais aussi tout à l'heure, moi je trouve qu'il y a une forme d'accoutumance à la catastrophe. Ce sont des populations qui ont toujours fait face aux ouragans, aux inondations, qui ont toujours dû faire avec. Et je ne sais pas s'ils réalisent que les ouragans sont plus violents, s'ils commencent plus tôt, ils se finissent plus tard. Et en tout cas, ça ne va pas générer une prise de conscience écologique et une transformation des comportements. Il y a une forme d'acceptation de ce qui vient et d'habitude en fait à faire face à tout ça. Et je souscris à ce qui vient dit. Je vais essayer de compléter par d'autres
en mettant du point de vue de ceux qui ont la possibilité de s'engager, d'avoir une conscience, et d'avoir une conscience écologique, parce que je pense que tout le monde ne peut pas s'engager en fait. Il y en a, l'essentiel, c'est quand même la survie. Donc c'est la survie de la famille, la survie individuelle, mais il y a quand même des gens qui ont des revenus, qui ont choisi aussi d'être dans ce territoire-là et qui peuvent avoir, je dirais presque le loisir d'avoir une conscience écologique. Je pense à autre chose. D'abord, c'est un territoire qui est fortement médiatisé. Tu l'as dit, c'était difficile pour toi de rentrer dans l'île Saint-Georges tellement elle est médiatisée. Il y a d'autres images clés. Il y a par exemple, entre Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans, il y a un territoire qu'on appelle, qui est dénommé Cancer Alley, l'allée du cancer, parce que en fait sur ces 100 miles, il y a 150, ou c'est l'inverse peut-être, industries pétrolières qui sont installées. Donc c'est énorme en fait. Ça veut dire c'est vraiment usine sur usine, usine sur usine. Et en fait il y a des communautés qui vivent là. Et bizarrement le taux de cancer est extrêmement élevé dans cette zone. Donc il y a c'est pas une conscience environnementale dans le sens où on a la conscience du décalage du trait de côte, mais cette conscience dont tu parlais d'être des publics démunis, d'être des laissés pour compte, voilà, il y a cette conscience-là, elle existe. Mais par contre, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir lutter? Donc, j'avais dit que je parlerais plutôt de ceux qui ont les moyens de lutter. Je dirais qu'il y a deux types. Il y a un type de personnes qui vont continuer à être associées à un projet collectif porté par des pouvoirs publics, mais aussi par des intérêts privés, et qui vont s'investir dans la reconstruction côtière. Donc, et clairement, refaire des marais, créer des îles barrières. Ça, voilà, il y a des grandes ONG, il y a des grandes agences d'État, et donc quelque part, c'est une forme de conscience écologique, mais elle est déconnectée de l'humain en fait. Elle est là pour la reconstruction du marais. Mais il y a toute une autre frange de population qui a une conscience écologique et qui ne va pas la mettre au service du pouvoir public et du pouvoir privé, et qui vont plutôt être en rupture, en opposition. On va avoir des manifestations pour dire des manifestations pour dire voilà ce qui s'est passé comme catastrophe et on est toujours là, on n'a pas oublié, pour donner à voir. On va avoir des actes de rébellion autour des pipelines notamment. On va avoir des actes de sabotage pour les actions de entre guillemets concertation pour la relocalisation. Mais ces entrées en rébellion, c'est vraiment pas drôle en fait. Enfin, c'est même pas drôle. C'est, je dirais, en France déjà, ce mot éco-terroriste, il est utilisé pour des actes dont on pourrait réfléchir s'ils sont vraiment éco-terroristes. Enfin, tout ça, c'est pas le sujet. Mais là-bas, prendre une photographie. C'est déjà un acte de rébellion en fait. C'est déjà, tu peux être susceptible. Donc, je connais des personnes qui, pour avoir pris une photographie, se sont retrouvées incarcérées. Alors que parce qu'il y a une industrie pétrolière et puis peut-être que de loin on pourrait représenter un risque en étant un éventuel activiste écologiste. Donc il y a des mobilisations. Et ce que je vois aussi, c'est sur les gens qui sont là de la longue durée, qui ont pensé cette conscience écologique du territoire. Il y a un désengagement aussi. Il y a une forme on n'en peut plus quoi. J'ai vu des collègues à la fac quand ils approchent de la retraite. On la prend un peu plus tôt parce que on sait que de toute façon on ne peut pas dire, on ne peut pas faire, donc on ne peut que décrire le désastre. Donc voilà, et il y a des mobilisations aussi citoyennes. Il y en a une dont je voulais parler parce que je la trouve très belle. C'est un pêcheur qui nous a... un monsieur qui est issu d'une grande famille de pêcheurs, de Golden Meadow, donc des grandes familles de crevettiers, qui a tourné le dos à cette industrie-là pour pouvoir donner à voir... donner à comprendre parce que c'est vraiment compliqué, donner à voir la disparition de ce delta.
Donc il accueille dans son bateau, qui est un petit bateau, pour donner à voir. Donc j'imagine des habitants qui seraient très, très motivés, avec une conscience écologiste, mais aussi voilà, des extérieurs comme nous. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'en fait, il a monté une forme d'association où ils font de la construction habitante d'îles barrières. Donc ils font de la plantation d'îles. Donc ils essaient de maintenir au maximum la terre. Et je trouve que c'est extrêmement beau et c'est un axe un peu désespéré. Mais je trouve que dans cette absence de lieu de concertation, dans cette absence d'espace public, le fait d'aller essayer de planter des arbres ensemble, avec cette conscience plus forte que chez nous, où on se dirait on va faire un jardin partagé, on va faire un verger, on ne pense pas tout de suite qu'on lutte, bien qu'on le fasse, contre le changement climatique, qu'on fasse une forme d'adaptation. Bien là, ils le font avec le petit bateau et je trouve ça très beau. Donc, voilà. Mais sinon, à la fac, c'est comme dans les communautés, ils ont aussi voté Trump. En tout cas, 70% des étudiants lors de la première élection. Donc, moi, quand j'allais sur place, c'est quelque chose dont on ne pouvait pas parler, parce qu'on ne peut pas parler de ces sujets politiques, mais qui m'interrogeait. Je me demandais comment on pouvait être là et être dans une forme de déni climatique, déni environnemental incroyable, quoi. Et les professeurs sont démunis, ceux qui enseignent là sont vraiment démunis. Et sont d'ailleurs très contents en fait de nous voir arriver en tant qu'étrangers parce que on peut dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire, on peut faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier. Ah, si. Il y en a encore. Avant que vous ne donniez votre conclusion, au Havre, dans les années 90, on commençait à parler de remontée du niveau de la mer. On parlait de 40 cm. Voilà. On en est à 1,10 m en 2100. Remontée du niveau de la mer, 1,10 m en 2100. La Saône et la Lézard ont été des inondations dans le cœur, dans les maisons. On donne des permis de construire pour des maisons. Les gens n'auront pas fini de payer leur emprunt que la maison sera déjà inondée. J'espère. Est-ce que ça sert pour les parler de la mer, justement, je voulais savoir qu'est-ce qui peut servir, parce que c'est quand même très différent. Mais quelle expérience positive, on dirait, pour d'autres pays, pour essayer de prévenir davantage, si possible, je ne sais pas. Monsieur, vous voulez parler ? Donc moi, pour le Havre, je ne suis pas en capacité de répondre. Voilà, vous êtes plus expert que moi et voilà. Pour Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est ça la question, c'est quelle expérience venant des États-Unis on peut ramener en France. Je dirais l'expérience il faut parler de ce sujet. Je trouve que les États-Unis ont mis quand même pas mal le paquet, même si c'est pas abouti sur des outils pour la communication. J'ai dit il y a un grand musée où on peut voir les choses, sauf que personne n'y va. Mais bon. Mais en tout cas, la sensibilisation, elle me semble être complètement fondamentale. Moi qui suis dans le domaine de comprendre que le sol sur lequel on est, il n'est pas toujours là, il n'est pas stable, il n'est pas garanti. Ça prend du temps et parfois on l'oublie en fait. Parfois je me dis là on est complètement safe en fait, mais non en fait jamais t'es safe. Enfin soit c'est la terre, soit c'est l'air, il y a toujours un truc. Donc le fait d'amener les populations, les personnes à penser ça, que cette ère de l'anthropocène dans laquelle on est, elle nous challenge en fait vraiment. Donc il y a cette dimension, je dirais que je rapporterais le fait de on en fait partie là aujourd'hui, voilà, de parler, d'aider à la prise de conscience, de changer les perceptions. Le deuxième que je rapporterais, c'est quand même la volonté de créer des alternatives. Ce que je trouve très fort aux États-Unis, c'est quand même cette notion aussi de communauté que nous, on n'a pas.
on a insisté pas mal sur les biais, on fait tout porter sur les communautés, donc elles s'auto-organisent. Je vous disais, comme celle qui se construit ses propres digues. Nous, en Europe et particulièrement en France, on délègue au pouvoir public. On dit, mais ils n'ont même pas pensé, ils n'ont pas fait ça. Et en fait, on délègue. Alors que les Américains, qu'on côtoie, jamais ils ont pensé qu'ils pouvaient déléguer quoi que ce soit. Et je me dis qu'il y a peut-être un intermédiaire entre les deux. Donc, ce que je ressors de ça, c'est quand même que faut aussi que individuellement on fasse notre part. C'est moche à dire parce qu'on a l'impression déjà de faire beaucoup, mais voilà, je ne sais pas comment il faut faire sa part, mais il faut se mettre un petit peu en mouvement. On ne peut pas tout reposer sur les pouvoirs publics parce que l'élévation, il n'y a pas un endiguement créé par un pouvoir public qui sera suffisamment grand pour enlever cette avancée de mer. Et le troisième, peut-être, moi, élément de réflexion, c'est la question qui nous a été posée. Je vous en remercie par rapport à la conscience écologique. Ce que je vois des États-Unis, c'est qu'elle s'oppose à la vulnérabilité des populations et déconnecter de la vulnérabilité de l'écosystème. Et il faut les prendre ensemble. On ne peut pas déconnecter les deux, en fait. On ne peut vraiment pas, pour plein de raisons, déconnecter les deux. Et sur Sainte-Marie-de-la-Mer, devenir des rizières, devenir des animaux et des populations, les penser ensemble. Il y a aussi beaucoup de populations précaires là-bas, voilà ce que je retiendrai. Et aussi sur la conscience écologique, le fait que à partir de, quand même, on le voit émerger, ces notions d'opposition, à partir de quand l'écologie, elle se retrouve vraiment dans l'opposition, et à partir de quand elle est du côté du pouvoir public. Ce que je vois au delta du Mississippi, c'est quand elle est du côté du pouvoir public, en l'heure actuelle, elle ne prend pas soin des populations. Elle va faire la reconstruction côtière. Et donc, je me dis que quand je regarde là-bas, je me dis que je comprends que pour s'engager aussi en écologie, il y a des gens qui fassent un pas de côté, qui disent le pouvoir public, c'est pas suffisant. Donc, je retiens que pour éviter des confrontations trop dures, il faut en prendre conscience dès le démarrage que tout projet aujourd'hui va générer des mobilisations écologistes majeures. Voilà. J'ai essayé de... Je voulais juste vous remercier de montrer ce phénomène, mais je parle du point de vue d'un endroit où les gens ont une autre façon de lire la fatalité, parce que ça fait des années que je vois des pêcheurs sur la côte du Niger, au delta du Niger, au Nigeria, subir l'arrivée du pétrole qui sont des oléagiques que les uns et les autres font éclater dans une sorte de guerre de piraterie, etc. Et là, maintenant, avec le niveau de la mer qui augmente, même nous aussi, on est affectés. Alors, la grande question que je pose, mais qui n'est pas si grande que ça, qui nous touche tous, c'est l'avenir des enfants. Comment est-ce que ça se lit là-bas? Est-ce qu'il y a un discours sur l'avenir des enfants et sur la misère des mamans? Parce que chez nous, ce sont les dames qui font la pêche des crevettes qui se rendent compte que du jour au lendemain, c'est tout noir de pétrole et il n'y a plus de crevettes, etc. Mais il faut nourrir quand même les enfants. Les mecs peuvent aller se faire tuer, se canarder, se tirer dessus, c'est ce qu'ils veulent, mais derrière, il y a une artillerie, une industrie familiale qu'il faut tenir. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on pense de l'avenir des enfants, qu'est-ce qu'on en dit, et est-ce que ça prend du sens? Est-ce qu'il n'y a pas un désespoir assis sur la fin de l'insularité qui faisait civilisation? Ces petits îlots, ces petits emplacements de vie qui disparaissent ou qui vont disparaître, ça faisait partie de nous en tant qu'êtres humains. Est-ce que la perspective de voir l'enfant en difficulté peut aider ou aide là-bas, dans ce contexte-là, à imaginer quelque chose, un autre autrement? Y a-t-il cela au niveau de l'école, etc. Je vous remercie quand même de nous apporter cette vue de notre monde, qui est notre monde. C'est vrai. Sur les enfants. En fait, dans l'expo, tu as des portraits d'enfants et d'adolescents qui sont très touchantes.
Je ne sais pas si toi tu voulais réagir, sinon je peux dire quelque chose. Mais... Ouais, les quelques enfants, adolescents que j'ai pu voir, eux, ils s'imaginent soit reprendre les entreprises de pêche de crevettes de leurs parents. Et très tôt, en fait, ils partent pêcher les crevettes. Très tôt, ils apprennent les gestes, les manières de faire, les techniques. Enfin, ils sont très à l'aise avec tout ça. Ou soit c'est une vie à l'opposé, à la ville, dans la ville de Houma, qui est l'une des villes les plus grandes de ce sud-est de la Louisiane, de l'extrême sud-est de la Louisiane. Et voilà, mais j'ai pas l'impression non plus que, parce que les universités sont loin, j'ai pas l'impression qu'ils ont des parcours aussi d'études supérieures très poussés. Donc je pense qu'ils vont peut-être travailler, voilà, dans ces villes moyennes, à faire des boulots administratifs dont on a besoin aussi au niveau de ces localités. Mais il n'y a pas non plus une projection catastrophiste de l'avenir du point de vue des jeunes, en fait. J'ai l'impression qu'elle est un peu absente des consciences. Ouais. Votre question et aussi tes images nous montrent aussi que cette notion qu'on utilise en France de penser pour les générations futures, en fait, c'est les enfants actuels. En fait, c'est pas les générations futures tant que déjà, elle est déjà là. En fait, les populations sont déjà là. Ça, c'est très frappant. Et moi, ce que je vois à la fac, donc c'est une fac pas privée, c'est une fac publique, donc la Louisiana State University. C'est quand même si c'est public, ça reste cher. Donc il y a plein de freins à l'accès à l'université. C'est quand même une université dans laquelle, bien que le territoire est essentiellement composé de populations noires, on n'a pas le même taux de population noire dans l'université. C'est ce qui veut dire que tout le monde n'a pas la même possibilité d'accès à l'université. Et dans la population de l'université, toutes ne viennent pas en fait de l'État de Louisiane. Ils peuvent venir d'autres États en fait. Et donc et les autres États, ceux qui viennent d'un autre État, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'affectation qu'ils voulaient, etc. Donc eux, ces jeunes-là qui vont être formés là, ils vont repartir. Clairement. Et ceux qui sont de Louisiane et qui viennent à la fac, ils auront tout ce qu'il faut pour partir. Grossièrement c'est ça, et ça perpétue cette espèce d'exode des populations formées. J'en ai pas rencontré si j'imagine, je n'étais pas dans les bonnes formations sans doute pour rencontrer des gens qui voulaient rester, mais voilà, en urbanisme, anthropologie, architecture, les gens partent, voilà. Mais par contre, il y a quand même des gens qui arrivent aussi pour faire ces métiers. C'est quand même s'ils ont, je dirais, une vision professionnelle très académique, conventionnelle, etc., quelque part au fond d'eux, ils ont un sentiment qui doit nous amener, qu'on doit avoir en partie nous aussi, de sentiment de solidarité de faire ce territoire, parce qu'on y revient en fait. C'est un territoire inhabitable, mais pourtant inhabité, il est attachant, on est hyper bien accueillis, il y a des hommes comme personne, on va dire, ou comme tout le monde, et on a envie de continuer à vivre, et on se sent solidaire en fait. Donc voilà, j'espère qu'on aura partagé avec vous notre sentiment de solidarité sur ce territoire. Merci. Je vous propose qu'on arrête là. Je tiens à vous remercier beaucoup. Merci.